Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, votre rendez-vous hebdomadaire. Et ce soir, samedi, nous allons parler de l'actualité, comme vous le savez bien, avec un invité que je vous propose de découvrir tout de suite. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit d'Adrien Michon, chef de projet du territoire de Petite-Terre. Adrien, bonjour. Bonjour Amina. Alors nous sommes ici à la Pointe Mahabou. Ce lieu, qu'est-ce qu'il évoque pour vous très exactement? Il évoque un espace de tranquillité non loin des embouteillages de Mamoudzou, avant tout. Il évoque aussi le sultan Andrian Souli qui, je crois, repose non loin de nous derrière, là, par là. Et il évoque aussi un panorama assez important sur Petite-Terre. Donc Petite-Terre, j'aime observer Petite-Terre. D'où vous venez très exactement. Alors Adrien, avec vous, on va parler de l'actualité. On est bien placé, on est à l'ombre, on est à moitié au soleil, à moitié à l'ombre. Et on va parler de ce qui s'est passé sur notre île cette semaine. On va commencer par ce sujet qui, depuis quelques jours, maintenant 2 semaines un peu plus, fait parler les Mahorais. C'est la grève à la BFC. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Les jours se suivent et se ressemblent. Ce matin, sur le parking de la BFC de Mamoudzou, les salariés en colère se sont installés en signe de protestation. Des images devenues monnaie courante, mais pour les usagers, les surprises se multiplient. De faux espoirs d'ouverture en chèques non encaissés, l'agacement est à son comble. Ce qui m'a énervé, c'est qu'on est venu là pour demander, pour se renseigner quand est-ce que ça va s'arrêter, qu'est-ce qui se passe et tout. Une dame nous a dit, écoutez, en fait, nous, on n'est pas fermés, mais c'est les grévistes qui nous empêchent de travailler. Ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, venez tous, vous qui êtes là, venez tous ici et puis on vous ouvre. On est venus là, elles se sont renfermées là-dedans. Et ils ne veulent plus nous ouvrir. On va attendre qu'ils arrivent, qu'ils nous expliquent pourquoi déjà ils nous ont dit ça. Et au final, changer d'avis et de rentrer dedans et se renfermer. Ça fait 3 jours, va-et-vient, au Srenga ticket, machaka, les clients ont de plus en plus l'impression d'être pris en otage. Mais alors par qui? Selon les salariés, la direction continue son travail de sape pour les faire craquer, sans succès pour le moment. Nous, on n'a pas fermé. Nous, on n'a pas fermé, on n'a aucune clé. Donc voilà, il y a les clients qui manifestent devant parce qu'ils en ont marre. Mais nous aussi, on en a marre. Nous, on aurait souhaité reprendre le boulot. Eux, ils ne veulent pas qu'on travaille. Eh bien, on ne travaillera pas tant qu'on n'aura pas nos droits. On veut nos droits. Aucune négociation ne semble poindre à l'horizon. Après plus de 2 semaines d'un conflit qui s'enlise, tous se demandent comment trouver le bout du tunnel, et vite. Une grève qui dure et des clients qui commencent à perdre patience si ce n'est déjà fait. Oui, évidemment. Je pense que tout à chacun, à partir du moment où il a de l'argent sur son compte, est en droit d'exiger de pouvoir le récupérer à un moment ou à un autre, de pouvoir effectuer des opérations bancaires. Et je crois qu'on est bientôt à la 2e semaine. C'est effectivement inquiétant et à la fois aussi compréhensible parce que moi je comprends un peu les salariés de la BFC qui effectivement quand ils regardent leurs homologues de la Réunion constatent qu'il y a des différences de traitement, des différences de considération. Et donc à mon sens l'équité au sein d'une seule et même entreprise doit être respectée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors on voit qu'à un moment donné, jusqu'à maintenant, il y a une rupture de dialogue entre la direction et les salariés. Est-ce que vous qui parlez d'équité, vous comprenez donc ces salariés, mais du côté de la direction, comment se fait-il que les négociations n'aboutissent pas? Est-ce que vous, Adrien, c'est le genre de situation qui vous interpelle? Au niveau de la direction, parce qu'a priori, les j'ai négociations... du mal effectivement
à comprendre pourquoi les négociations sont en point mort aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut mettre en avant, effectivement, c'est qu'à partir du moment où le travail est effectué, où les responsabilités sont les mêmes, où l'engagement professionnel est complet, il doit y avoir une rémunération. Et que celle-ci doit être égale en fonction des différents lieux de travail où on se trouve. Pourquoi la direction de la BFC ne considère pas les revendications des salariés mahorais ? Peut-être parce que cette direction est trop loin et qu'elle n'a pas véritablement connaissance de la situation dans laquelle se trouvent ces salariés ici à Mayotte. Peut-être aussi parce que... non, honnêtement, là, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne sais pas, quoi. Alors vous j'ai parlez... du mal à trouver une solution, enfin à trouver une raison. Ouais. Alors vous voyez, on a vu dans ces reportages ces clients de la BFC qui sont excédés, qui n'en peuvent plus, qui veulent récupérer leurs sous, comme vous l'avez dit, tant qu'on a de l'argent sur notre compte, on a le droit de récupérer. Et aujourd'hui, vous, est-ce que cette situation, cette grève vous a posé problème, ou notamment au quotidien ou à travers, je ne sais pas, des situations que vous avez pu rencontrer depuis que la grève a commencé ? Alors moi personnellement, je n'ai pas été confronté à de difficultés particulières en lien avec la BFC. Par contre, il y a effectivement quelques amis qui m'ont sollicité pour leur dépanner de l'argent, faute de pouvoir accéder effectivement à leur compte bancaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent ces derniers jours. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez qu'à terme, cette grève, peut-être vous qui êtes chef de projet, qui connaissez un petit peu le fonctionnement de Mayotte, normalement, même au niveau économique, vous pensez que ça va avoir des conséquences graves ? Parce que tout le monde en parle et pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça ne saurait tarder a priori. Je dirais que le risque, effectivement, si ça s'enlise, si ça perdure, c'est que l'économie soit ralentie, puisque la BFC a quand même une emprise sur le marché assez importante à Mayotte. Le risque aussi, c'est que ça fasse tache d'huile et que d'autres enseignes emboîtent le pas à la BFC pour revendiquer finalement quasiment les mêmes droits, c'est-à-dire l'extension pleine et entière de toutes les conventions collectives, du droit du travail, etc. Et effectivement, l'économie de l'île pourrait en être vraiment mise en danger. Alors, vous parlez d'emboîter le pas, donc je rebondis là-dessus, Adrien. On a vu que cette grève de la BFC s'est étendue à d'autres secteurs, d'autres entreprises. Et on voit maintenant que ce sont les salariés des SFR qui veulent eux aussi réclamer leurs droits, être traités de la même façon que leurs collègues de La Réunion notamment. On regarde ce reportage. SFR Mayotte ne déroge pas à la règle nationale. La société de téléphonie se retrouve dans la tourmente et au bord du conflit social. À Mayotte, l'intersyndicale suit le mouvement initié en métropole tout en réclamant des avantages sociaux au niveau local. Nous avons un certain nombre d'avantages sociaux qui n'ont pas été acquis. Je vais parler de la convention collective nationale de la branche télécom. Depuis 2011, nous sommes département, donc il est tout à fait légitime et normal que nous ayons enfin cette convention collective. Je vais parler de la nécessité d'avoir la prime de participation sur Mayotte, tout comme toutes les entités du groupe SFR. Je vais parler aussi de l'épargne salariale, tout comme aussi toutes les entités de ce groupe. Des fiches de poste pour chaque salarié de la SFR Mayotte. Au-delà de ces revendications, un autre problème a vu le jour ces derniers mois. La restructuration due au rachat de SFR par Numéricam ne satisfait pas les salariés. Les économies d'échelle et les investissements prévus ne sont toujours pas connus. Un conflit social se dessine en écho à de nombreux autres. Je lance aussi un appel à tous nos camarades de la BFC, de la COLAS, de la SMAE, de Tetrama, de venir s'asseoir en tout cas autour d'une table et pouvoir discuter de manière à trouver des solutions pour apaiser le climat social à Mayotte, pour le bien-être des Mahorais, qui, je le rappelle, est département depuis 2011. Les syndicats attendent maintenant de rencontrer la direction. Ils souhaitent également qu'un nouveau directeur soit nommé rapidement à Mayotte. Et ce n'est qu'à ce prix qu'un nouveau bras de fer social sera évité. La grève à SFR qui se profile est une première depuis 2001 que cette entreprise a ouvert à Mayotte. Adrien, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je dirais que la situation à SFR est peut-être un peu moins préoccupante, en tout cas qu'à la BFC. Pour l'instant, on parle davantage de débrayage que de véritable grève. Maintenant, les revendications, effectivement, sont quasiment les mêmes. Les salariés d'SFR Mayotte,
qui donc fait partie de la tutelle, on va dire SFR Réunion, revendique les mêmes droits, la même rémunération, les mêmes avantages sociaux que nos compatriotes de l'île Bourbon. Donc effectivement, je pense qu'il y a de bonnes raisons, vraisemblablement, à travail égal, à rémunération égale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, est-ce que la direction de SFR va plier et considérer leurs revendications ? Ça reste à voir. Alors aujourd'hui, on a vu ce mouvement, on va dire, généralisé où la plupart des salariés en grève revendiquent la même chose, d'être traités comme les autres. On a l'impression que c'est une prise de conscience qui s'est faite soudainement. Vous comprenez ça ? Je crois que ceci s'explique grâce à la mise en place, enfin du moins au processus de départementalisation. Les habitants de Mayotte, les Mahorais, ont fait le choix d'être français il y a longtemps de cela. Ils ont fait le choix de devenir département. Ils ont été entendus par le gouvernement. L'État français a fait de Mayotte un département à part entière. Maintenant, qui dit département dit effectivement étendue pleine et entière du droit commun, des avantages comme des devoirs. Et donc l'égalité républicaine devrait trouver sa place pleinement au sein du territoire. On force est de constater qu'aujourd'hui on n'y est pas tout à fait, puisqu'il y a encore des inégalités de traitement. Tous les codes ne s'appliquent pas dans leur entièreté. Et je pense que c'est ce que les gens revendiquent aujourd'hui, effectivement, c'est qu'ils sont impatients de pouvoir obtenir les mêmes avantages, les mêmes acquis que nos compatriotes français métropolitains ou d'outre-mer. Et maintenant, effectivement, il faut aussi être en capacité de fournir les mêmes efforts qu'ailleurs, de s'impliquer aussi fortement, de travailler aussi péniblement peut-être que sur d'autres territoires. Et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, chacun reconnaîtra les efforts qui sont faits, qui sont consentis pour dégager les mêmes avantages. Alors Adrien, vous êtes à Mayotte depuis quelques années, on va dire une bonne décennie, et vous avez vu Mayotte évoluer donc, dans tout ce qui est milieu professionnel. Vous faites aussi, si je ne m'abuse, de l'insertion professionnelle. Vous croyez que Mayotte est en phase, a vraiment pris le pli de la départementalisation? Ça y est, c'est parti? C'est parti, oui et non. Enfin, disons que moi, depuis que je suis arrivé, ça fait bientôt 10 ans, effectivement, les choses ont considérablement évolué. Pas toujours dans le bon sens, mais elles évoluent. Est-ce que c'est le fait des Mahorais eux-mêmes, des politiques mahoraises, des politiques nationales? Ça reste encore à démontrer. Quoi qu'il en soit, le processus est lancé. On ne peut pas nécessairement parler systématiquement d'amélioration, comme je l'ai dit. Je pense que de nombreux droits se mettent en place et sont attendus encore. De nombreux devoirs aussi s'appliquent. La réglementation se complexifie, les contrôles arrivent. Et je pense que ce qui manque principalement, finalement, c'est toute la pédagogie qui devrait pouvoir accompagner ce processus. Pédagogie auprès de la population, auprès des élus, auprès des entrepreneurs. Parce que quand le contexte juridique et législatif évolue, nécessairement, il faut être en capacité de pouvoir se l'approprier et, le cas échéant, pouvoir le respecter. La grosse difficulté, effectivement, c'est ça, c'est que les décrets sortent d'un jour à l'autre, la législation s'applique assez brutalement et on n'est pas forcément en capacité de pouvoir toujours bien l'interpréter, pouvoir l'assimiler et faire en sorte qu'elle soit transposée de manière complète sur notre territoire. Alors vous parlez des droits et des devoirs qui doivent être les mêmes qu'ailleurs. Donc on va parler des devoirs, les impositions, l'imposition qui s'applique pleinement, on va dire à Mayotte, avec très prochainement le bouclage de la période de déclaration fiscale. On regarde ce reportage, Adrien, on en parle juste après. Bousculade, piétinement, crise de nerfs, l'attente a paru interminable. Au moins une dizaine de personnes attendent devant le centre des impôts. Nombreux sont ceux venus pour simplement récupérer leur déclaration d'impôts. Mais même pour cela, l'attente n'en finit plus. Moi, je trouve que c'est le grand n'importe quoi. C'est pas bien organisé. Il y en a qui n'ont pas encore reçu leur déclaration. On est là, ça fait un beau moment et rien ne se passe en fait.
Il faut avoir quand même une résolution à pouvoir résoudre ce problème parce qu'il y a beaucoup de monde et puis je ne pense pas que c'est aujourd'hui tout court mais ça serait demain, après-demain. Donc voilà, c'est très compliqué la situation. Il faut avoir toujours une solution d'arranger les gens pour faciliter un peu l'accès, que ça soit un peu facile. Une foule impressionnante dans laquelle se trouvaient des personnes âgées, des malades ou encore des femmes enceintes. La plupart contestent contre les désagréments occasionnés dus au retard des courriers chez les contribuables. Et ainsi s'ajoute à cela l'absence d'anticipation de la part des services concernés. Wanadamu wengi apre kasifanya halwa ingine tena lazima wanatoa vile hapo nafanya haraka wa dibro wanadamu bejoa la kali na tamna mashaka mtu amira maana wabweni akamira wasibu amijua wabota akulange mbabo. Cette année, les Mahorais vont devoir payer leurs taxes et ne souhaitent pas devoir payer plus pour du retard sur leurs démarches administratives. Suite à ce flux, la direction des impôts a d'ailleurs repoussé la date limite de dépôt des dossiers fixée maintenant au 31 mai. L'imposition à Mayotte, Adrien, une question pleine et entière. Et assez complexe a priori. Assez complexe, oui. Enfin, je crois que la grosse difficulté que rencontrent les services fiscaux, c'est effectivement pour l'adressage déjà et la distribution des déclarations de revenus. Je crois qu'on est encore beaucoup à Mayotte à ne pas avoir obtenu la fameuse feuille, double feuille A4 à renvoyer avant hier, c'est ça ? Il y a eu une extension au niveau du délai. Voilà, parce que effectivement, les délais de distribution et donc de renvoi n'étaient pas forcément possibles, on ne pouvait pas les respecter. Je pense que le problème est vaste. Il y a un problème d'adressage, il y a un problème effectivement de distribution de courrier. Alors, à qui la faute ? Peut-être un peu à la poste, peut-être un peu aux mairies, peut-être un peu aux habitants qui ne mettent pas les boîtes aux lettres là où il faut. Je pense que c'est une faute partagée finalement. Peut-être que les envois aussi des courriers par les services fiscaux sont un peu tardifs. Quoi qu'il en soit, ça pose de vrais problèmes puisque effectivement si vous ne respectez pas les délais imposés pour renvoyer votre déclaration de revenus, vous prenez une majoration qui peut parfois être assez douloureuse. Je pense qu'il faut opter, autant que faire se peut, par la déclaration via Internet. Ça me semble être une solution intéressante. Maintenant, la grosse difficulté aussi à Mayotte, c'est que rares sont les foyers qui sont équipés d'Internet, rares sont ceux qui maîtrisent cet outil. Et je pense que les services fiscaux devraient peut-être mettre des moyens à disposition du public pour accompagner le public à faire ses déclarations en ligne. Pourquoi pas avec des bornes informatiques sur différents sites de l'île. Je pense que ça pourrait être une solution. Alors on a vu dans le reportage beaucoup de personnes se diriger vers les services fiscaux justement pour pouvoir aller déposer leur déclaration, même la remplir sur place. On a l'impression que c'est un document qui fait peur et que les Mahorais vont toujours en fait au dernier moment se disent si ça se trouve je vais me tromper, si ça se trouve vous qui parlez d'accompagnement, vous pensez que ça c'est nécessaire à ce point-là ? Moi, je suis convaincu que encore une grande partie de la population vivant à Mayotte n'a pas toutes les possibilités de compréhension de ces documents administratifs, de ces documents fiscaux en l'occurrence. C'est vrai qu'il y a des termes qui sont complexes, il y a des cases partout. Pour la personne qui n'est pas nécessairement bien lettrée, il est clair que ça peut devenir vite de l'hébreu. Donc si on a énormément de monde qui se présente auprès des services fiscaux, c'est pas pour déposer leur avis d'imposition, enfin leur déclaration de revenus, c'est bien pour se faire aider, se faire accompagner et pour remplir et effectuer ces déclarations de revenus. Alors je sais qu'il y a quelque temps... Prévoir peut-être de décentraliser... Moi je pense que décentraliser les services, faire en sorte que les services fiscaux, pourquoi pas antennes, en lien avec les mairies, fassent des permanences dans les différents hôtels de ville pour recevoir le public, les conseiller, les aider à remplir ce document.
Pourquoi ne pas aussi peut-être mobiliser des jeunes là-dessus? Enfin, il y a des dispositifs qui existent comme le service civique par exemple, qui pourraient être des bons leviers, hein, je pense, pour accompagner les publics les plus en difficulté. Enfin, en ce qui me concerne au niveau professionnel, je sais que nous au CCAS, au Centre communal d'action sociale de Pamandzi, on accompagne chaque année des personnes qui ne sont pas en capacité de faire cet exercice-là. Ouais. D'accord. On va continuer, Adrien, avec cette affaire qui a quand même marqué les habitants de Mtsapéré, des vols à la mosquée. Et, l'un des vols a été justement élucidé par les habitants du quartier qui ont attrapé le voleur grâce à une prière, une intervention divine qui a permis de régler ce problème. On regarde ce reportage. Hier, aux alentours de 16h, un homme résidant à Mtsapéré est entré à la mosquée et a ouvert le coffre qui contenait les ressources financières du lieu sacré. Pris la main dans le sac, l'individu a été corrigé des mains de fidèles outrés. Msiki jana rimparaso fabuwe kofra serenga zimarke afu rifanyazo rakavenza rifanye ngunda jobabo be police jemrei. Stupéfaits, les Mtsapérois ne comprennent pas comment une personne peut avoir l'audace de rentrer dans la maison de Dieu pour voler. La délinquance qui sévit à Mayotte ne connaît plus aucune limite. Cela fait plusieurs mois que les fidèles de cette mosquée espéraient attraper les voleurs qui se servent dans la caisse. Ils avaient d'ailleurs fait plusieurs prières en vue d'une intervention divine, notamment pour retrouver le malfrat. C'est désormais chose faite puisqu'il a été interpellé et amené au poste de police. Umwana nyamsika mwidzi ule rijari paramba bali ajamhibia tena mwana telefoni wahe ono yo telefoni ya shi l'hôpital mba yo si rifai pia si dagoni on ajabuzo jamdenga mdengana na marka sa ferso mba mungu mga benzi aregeze telefoni ya mwana ya bilali watu. L'une des personnes qui a participé à l'arrestation du voleur a été victime du vol de son GSM. Une autre prière devrait donc avoir lieu afin que ce nouveau coupable soit trouvé et que le lieu saint retrouve enfin un peu de sérénité. Alors, Adrien, ces habitants de Mtsapéré qui ont réussi à attraper ce voleur qui a volé dans la caisse de la mosquée en faisant cette prière. Qu'on fasse des douas pour attraper les voleurs, moi je trouve ça très bien. Ce que je trouve regrettable, il y a deux regrets. C'est d'une part que ce soit les habitants qui aient attrapé le voleur et pas la police. Elle est intervenue après. Elle est intervenue après, peut-être un peu tardivement. L'autre problème, c'est que quand on en arrive à voler une mosquée, c'est vraiment que la société va mal. Et je crois que c'est assez représentatif finalement de la situation que nous vivons au quotidien, c'est-à-dire des vols, des agressions, des menaces, finalement un sentiment d'insécurité qui est latent. Ils n'ont plus peur de rien en fait. Ils n'ont plus peur de rien et ils s'en prennent en plus au culte religieux, quoi, au lieu sacré. Ça c'est vraiment c'est inquiétant, c'est inquiétant. Je pense que ça illustre bien finalement la détresse dans laquelle certains habitants de l'île se trouvent. Ils sont prêts à aller effectivement dérober le don des fidèles pour pouvoir s'acheter à manger ou consommer tout simplement. Alors vous l'avez dit, c'est regrettable que ce soit les habitants qui aient attrapé en premier ce voleur. Donc on voit aujourd'hui les habitants de plus en plus s'impliquer pour se défendre, pour régler les problèmes liés à la délinquance. Et on avait vu ces fameux comités qui se créent dans les quartiers. Alors aujourd'hui ce sont les fidèles de la mosquée de Mtsapéré. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme un laisser-aller ou comment dire ça, l'État ou les services publics ou les forces de l'ordre ont perdu pied, ils n'arrivent plus à régler au tel point que ce sont maintenant les habitants qui s'y mettent? Moi je dirais que la sécurité finalement c'est une question qui nous concerne tous. Ça ne concerne pas uniquement les forces de l'ordre, ça ne concerne pas uniquement l'État, ça ne concerne pas uniquement les habitants, c'est tout le monde effectivement que ça doit concerner. Le fait que des milices entre guillemets se développent, c'est assez inquiétant parce que
ça peut vite déraper. Les gens peuvent vouloir rendre la justice eux-mêmes, se faire justice eux-mêmes, et ça c'est interdit en France. Oui. Maintenant, je ne crois pas qu'il faille dire que l'État ou que les forces de l'ordre ne font pas leur boulot correctement. Je pense qu'ils font déjà beaucoup, sans doute peut-être le maximum avec les moyens qu'ils ont. Ils sont dépassés peut-être alors. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les moyens mis à disposition de l'île pour endiguer les phénomènes de délinquance sont largement insuffisants. Ça, c'est une évidence. Ouais. Merci beaucoup Adrien pour ces précisions. C'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie, bien évidemment. À tout à l'heure. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Avec moi toujours pour continuer l'émission, Adrien Michon qui est chef de projet du territoire de Petite-Terre. Adrien, on continue à parler d'actualité, vous le voulez bien ? Évidemment, c'est pour ça que je suis là. Alors on va continuer avec ce sujet qui a quand même fait des vagues dans le milieu scolaire, chez les jeunes du secondaire, avec cette grève à Matisse, une grève qui est terminée mais dont les conséquences se sont encore fait sentir le lendemain. On regarde ce reportage. Ce matin, du côté de Tsunzu 1, le scénario s'est une nouvelle fois répété. Comme le bus n'arrivait toujours pas, les élèves ont laissé exploser leur colère en installant des barrages. Une explosion de colère qui n'avait pourtant pas lieu d'être puisqu'hier soir, un protocole de sortie de crise a été signé entre la direction de Matisse et les salariés, mettant ainsi fin à la grève. Matisse, c'est une grande machine, une grosse machine, donc le temps que ça se remette en route, ça se fait progressivement. Ça a été un peu compliqué, mais on est positif et on aura un retour des services à 100% cet après-midi, d'ici midi. Face aux retards et perturbations sur le réseau de transport, certains élèves ont donc eu du mal à faire la part des choses, obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour calmer la situation. Il y a eu une coupure de dialogue entre le médiateur et les jeunes, et en ce moment-là, quand les policiers, encore une fois, ont essayé d'avancer pour aller essayer de négocier pour qu'on revienne au calme, et bien les jeunes ont commencé à lancer des galets au niveau de forces de l'ordre. Le force de l'ordre a fait en sorte que le bus a pu quitter le site sans qu'il y ait donc des dégâts. Mais malheureusement, entre-temps, il y a 2 véhicules qui ont été quand même donc touchés par les galets. Je dirais pas gravement, mais au niveau de la carrosserie, par contre, il n'y a pas eu de blessés, si vous voulez, physiques par rapport au conducteur. La grève à Matisse est terminée, mais il semble qu'il faudra encore un peu de temps avant que les choses ne se remettent totalement à leur place. Toujours est-il que pour arriver à sortir de la crise, salariés et direction ont dû faire des concessions. Alors que les conducteurs réclamaient le bénéfice des vacances scolaires de juillet-août, le protocole d'accord signé hier fait état d'un aménagement du temps de travail avec des horaires allégés de 9h à midi, mais également d'une cession de leur prime d'amplitude à hauteur de 65%, un moment de répit pour les uns et les autres en attendant bien sûr les prochaines négociations annuelles obligatoires. Des jeunes qui font des barrages pour montrer qu'ils ne sont pas contents, qu'ils sont mécontents de la situation, leur bus n'est pas là et en retard. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un moyen d'expression de plus en plus courant selon vous, Adrien, chez les jeunes ? Ce qui est certain, c'est que depuis que je suis à Mayotte, ce n'est pas la première fois qu'il y a des barrages. Heureusement, ça n'a pas été les plus importants ces dernières semaines. Je pense qu'effectivement c'est un moyen de s'exprimer, un moyen de revendiquer des choses. Peut-être pas le plus intelligent, peut-être pas le plus audible, certainement pas en tout cas le plus efficace. Mais force est de constater que ça a porté ses fruits finalement, puisque les négociations avec Matisse sont abouties, le travail des chauffeurs de bus a repris, et donc les élèves ont pu rejoindre leur lieu d'enseignement. Maintenant, la revendication et les inquiétudes des élèves, elles sont à mon avis légitimes. C'est vrai qu'on a déjà des conditions d'enseignement qui sont difficiles. Les taux d'échec scolaires sont importants. Si en plus on ne permet pas aux élèves de rejoindre leur lieu d'enseignement habituel, on ne fait qu'amplifier finalement les difficultés qu'ils vont rencontrer. Alors on voit ces derniers temps les grèves pour se faire entendre, les grèves pour revendiquer, les grèves pour mettre aussi la pression. On a l'impression que si on ne descend pas dans la rue, on n'est pas entendu, on ne nous écoute pas. Est-ce qu'aujourd'hui ça devient quand même inquiétant à Mayotte pour un oui ou pour un non ? Enfin, je prends des raccourcis. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avoir des discours sereins, des dialogues sereins pour pouvoir faire évoluer les choses ? Selon vous, Adrien ? Je dirais que si l'on veut éviter finalement que les routes soient bloquées, que les ronds-points soient pris d'assaut,
il faut qu'on soit en capacité de pouvoir mettre en place un dialogue social permanent et que les instances finalement de discussion soient respectées, instaurées et dynamiques. Alors ça doit être valable au sein de chaque entreprise, ça doit être valable au sein de chaque collectivité et finalement au sein de chaque corps professionnel. Je ne suis pas certain que ça fonctionne. Force est de constater que bon nombre de revendications ne sont jamais discutées, débattues et que finalement le seul moyen d'action que certains trouvent c'est de prendre le pavé et de bloquer finalement toute l'île. Alors ça handicape toute l'économie, ça handicape tout le monde. Je pense que l'économie qui est déjà mal en point finalement n'en est que doublement pénalisée puisque les entreprises ne peuvent plus tourner, les véhicules ne peuvent plus circuler, les magasins ne sont plus approvisionnés et donc les Mahorais sont doublement pénalisés. Ouais. Exactement. Alors maintenant je souhaite quand même que j'espère que les instances de négociation pourront arriver à se mettre en place et être respectées. Donc oui, j'espère que chaque instance, chaque responsable, chaque délégué syndical, représentant du personnel, etc. Saura prendre ses responsabilités pour engager des négociations durables et pérennes et ne pas systématiquement aller prendre d'assaut les rues et les ronds-points de l'île parce que finalement ça pose des problèmes à force. Alors, problème, il y a également du côté de l'enseignement. On a vu cette grève contre la réforme des collèges qui a touché également les enseignants mahorais qui sont descendus dans les rues pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. On regarde ce reportage, Adrien. Munis de leur drapeau, les professeurs du SNES FSU ont réussi à mobiliser quelques professeurs des collèges afin de crier leurs revendications contre une partie des applications de la nouvelle réforme. Le but de cette dernière est de rendre une certaine autonomie aux établissements en matière d'interdisciplinarité des collèges, mais aussi de revoir l'enseignement des langues anciennes, de l'allemand ou encore de l'histoire. Ce professeur de langue arabe ne pouvait pas ignorer l'appel du syndicat des enseignants. Dans les choses qui ne vont pas du tout, moi je suis professeur d'arabe, il y a la disparition de la bilingue, la disparition des classes internationales, des sections internationales. Et ça c'était intéressant pour nous en langue parce que ça a renforcé la langue. C'était considéré comme des classes, des dispositifs d'excellence et ça concernait peu d'élèves, mais des élèves qui pouvaient profiter d'un apprentissage approfondi de cette langue. Le texte présenté par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, prévoyait une disparition des options latin et grec, jugées trop élitistes par le ministre. Moins 20% des collégiens apprennent le latin, 3% le grec au profit d'un des 8 nouveaux enseignants pratiques interdisciplinaires, langue et culture de l'Antiquité destinés à tous les élèves. Ainsi, les enseignants de l'île profitent également de ce mouvement pour aborder les problématiques liées à l'éducation. On veut faire des réformes sur l'enseignement, mais il n'y a plus d'enseignants. On ouvre des postes concours, mais 30% de ces postes ne trouvent pas preneurs. Donc à Mayotte, vous savez que la situation est la même, mais en caricatural. Donc écoutez, on va lui rappeler que faire de l'enseignement, il faut trouver des enseignants qui soient bien formés. Écoutez, la balle est dans son camp. Cette réforme aura comme conséquence la disparition des classes bilingues au collège, mais elle pourrait, cela dit, ouvrir plus de 500 postes au concours du CAPES d'allemand l'an prochain, alors que le vivier de candidats s'assèche. Une chose est sûre, la remise en cause du schéma d'enseignement traditionnel n'a pas fini de semer le trouble dans les collèges de France. Une réforme sur l'enseignement qui inquiète et qui déplaît fortement certains enseignants. Adrien, vous comprenez ? J'ai toujours du mal à comprendre ceux qui ont peur du changement. Surtout du changement dont on a besoin. C'était l'un des slogans de campagne de notre président, je crois. Maintenant, est-ce que c'est ce changement-là qu'il faut pour améliorer l'enseignement en France en général et à Mayotte en particulier ? Ça reste à prouver. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ce n'est pas ces réformes-là qui vont améliorer le niveau d'enseignement à Mayotte. Les conditions d'enseignement sont dramatiques, les établissements sont souvent insalubres, les effectifs ne sont pas à la hauteur, les compétences ne le sont peut-être pas non plus forcément. Et il suffit de regarder les résultats aux examens pour se rendre compte qu'effectivement l'éducation nationale à Mayotte est bel et bien malade.
Donc on peut s'insurger effectivement d'une réforme mettant en second plan les langues anciennes telles que le latin ou le grec. Je pense qu'il serait sans doute plus pertinent de s'intéresser au véritable fond du problème et faire en sorte que les petits Mahorais aient les mêmes chances de réussite scolaire que les petits Réunionnais ou les petits Parisiens. Alors on le voit dans le reportage justement, ce que vous dites Adrien, c'est également les arguments qu'ont tenus ces enseignants qui sont descendus dans la rue pour protester contre cette réforme. On voit qu'ici à Mayotte, les problèmes sont nombreux, bien plus qu'ailleurs d'ailleurs. Vous avez parlé des établissements qui ne sont pas forcément aux normes, qui manquent de sécurité, qui sont délabrés. Et aujourd'hui, cette tendance est généralisée dans tous les établissements scolaires, c'est un peu ce qui revient. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui on soit encore à parler de cela et on a l'impression que c'est des choses qui traînent et dont on n'arrive pas forcément à sortir? Je crois que finalement le problème dure parce qu'il a été pris tardivement. L'école est quand même assez récente à Mayotte, hein. Les premiers collèges, les premiers lycées n'ont qu'une trentaine d'années. La généralisation de l'enseignement est relativement récente aussi. Et pour autant, la démographie, l'explosion démographique de Mayotte, elle est bel et bien là. Donc on constate que tous les établissements scolaires sont surchargés, parfois avec un taux d'occupation supérieur à 200%. Ça crée des tensions, ça crée des dysfonctionnements. Et pour pouvoir y répondre, il faut construire du logement, construire de l'établissement scolaire, construire des classes, recruter des enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, l'état des finances de notre pays permet de pouvoir réunir ces efforts-là ? Je ne suis pas convaincu. En tout cas, mais l'éducation, c'est quand même une priorité, normalement. C'est une priorité, effectivement, comme la sécurité, comme l'emploi, comme tout un tas d'autres choses, finalement. Alors, parmi les priorités, c'est peut-être effectivement la principale, vraisemblablement, puisque un peuple non éduqué, on ne pourra pas l'emmener quelque part. Maintenant, est-ce qu'on met les moyens suffisants ? Je pense que des efforts sont déjà faits, des efforts sont déjà fournis. Maintenant, ils sont clairement insuffisants. Est-ce qu'on peut aller plus vite sans nécessairement déstructurer la société encore davantage ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir redoubler d'efforts dans les années à venir pour considérer les besoins éducatifs de cette jeunesse, aussi bien à l'intérieur des établissements scolaires qu'à l'extérieur en périscolaire. Adrien, je vous propose maintenant de passer à un autre sujet, donc cette journée de commémoration pour valoriser les policiers au niveau national. Une commémoration qui s'est également faite ici à Mayotte. On regarde ce reportage. Gants blancs et casquettes pour les officiers de police, képi pour les représentants de l'autorité de la République française. La cérémonie s'est déroulée au rythme de la Marseillaise et de la musique des gardiens de la paix. Au moment de la commémoration, le préfet Semo Morsi, profondément captivé par cet instant, s'est laissé submerger par l'émotion. Vous avez vu, on a cité le nom de celles et ceux qui nous ont quittés. Certaines, c'était au moment des attentats de janvier. D'autres, c'était dans leur service au fur et à mesure de leurs interventions, de leurs actions. Il y en a qui se font abattre, il y en a qui se font écraser, il y en a qui se font violenter. Eh bien, c'est une journée de mémoire, c'est une journée où on célèbre le travail, le dévouement, l'honneur que nous apportent les policiers dans leur travail au quotidien. Ils ont un devoir, ils exercent leur devoir, et c'est dans l'exercice de leur devoir qu'ils ont été victimes. Des médailles d'honneur de la police nationale ont été offertes aux deux plus anciens fonctionnaires de police qui comptent à leur actif 20 ans de carrière, juste le temps de se souvenir afin de continuer le combat contre l'oppression et la violence dont sont victimes chaque jour les forces de police. Ce qu'il faut retenir de ce moment-là, de cette cérémonie commémorative, au nom des policiers morts pour la France, dans le cadre de leur mission de service public. La mission de police et de sécurité est effectivement difficile, comme partout d'ailleurs, mais nous essayons de travailler au mieux de leur sécurité pour que l'efficacité soit réelle et que la liberté d'aller et venir dont je parlais, cette liberté fondamentale, puisse être respectée au mieux sur la circonscription de Mamoudzou. Ce mardi 19 mai est à marquer d'une pierre blanche avec cet hommage aux policiers morts pour la France qui valorise le courage d'hommes et de femmes qui quotidiennement se sacrifient pour la patrie. Un hommage à la fois très protocolaire et très émouvant.
Une journée de commémoration, Adrien, pour rendre hommage à ces policiers qui sont morts pour la nation dans le cadre de leur fonction. Il fallait ça, il le fallait. Qu'il le faille ou pas, c'est pas à moi de le dire. Maintenant, je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut les encourager. Ils font un métier qui n'est pas facile. Ils travaillent souvent dans des conditions qui sont délicates. Ils peuvent mettre en danger leur sécurité. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, l'État rendait hommage aux policiers morts en service. Donc je pense que c'est effectivement bon de rappeler que nous avons besoin d'eux, que la police, ce n'est pas nécessairement nos ennemis, ils sont là pour nous protéger, pour assurer notre sécurité, pour assurer notre intégrité. Et il est de bon ton, à mon avis, de rendre hommage à ce corps de métier dont on a de plus en plus besoin à Mayotte. Alors on a vu justement concernant les policiers mahorais, le Premier ministre Manuel Valls a adressé quelques paroles aux policiers mahorais, donc une lettre qui a été lue par le préfet. C'est quand même une bonne chose pour les policiers mahorais qui voient justement leur situation prise en compte et une considération quelque part pour eux à travers ce message adressé par le Premier ministre. C'est surtout le signe que Mayotte n'est pas oubliée par le gouvernement, notamment par Matignon. Je pense que c'est peut-être un signe avant-coureur finalement de la venue prochaine du Premier ministre, avec, on l'espère, de bonnes annonces. Je crois que les policiers, il faudra les interroger, mais finalement ne peuvent que s'en féliciter et se dire qu'ils ne sont pas oubliés. Certaines revendications ont même été entendues, puisque si ma mémoire est bonne, un nouveau contingent de policiers aux frontières va être déployé prochainement sur Mayotte. Donc ça va venir vraisemblablement alléger un petit peu les contraintes de travail de certains. Alors Adrien, pour terminer cette émission, donc un sujet assez léger avec ce week-end, ce très long week-end qui s'est produit la semaine dernière, avec beaucoup de gens qui en ont profité, comme ces jeunes qu'on va revoir dans ce reportage. Que serait le fameux voulet sans fruits à pain grillé ou mabawa au safran? Pour la cuisine, seuls les plus spécialistes du groupe Seattle, le moment est trop rare pour ne pas réussir en préparation. Autour du feu, les convives savourent chaque instant. Comment tu as préparé ça? À la mahoraise. Qu'est-ce que tu mets dedans? Du zindrano, des poutres. Et quoi? Des poivres. Et c'est tout. On est ensemble. Ben oui, ça fait plaisir d'être avec les amis, tout ça. Le mois de mai et ses jours fériés n'a pas fini de faire des heureux. Ici, Oiseau retrouve sa bande de copains avec une certaine nostalgie du passé, de leur enfance où ils pouvaient se retrouver avec insouciance sur la plage. L'importance pour eux n'est pas la quantité de viande grillée, mais la qualité et le goût des fameux mabawa. Pendant le temps d'un week-end, sur cette plage de Majicavo, le temps semble s'être arrêté. Depuis jeudi, on s'est retrouvés à la maison. On s'est dit ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Là, on a des joueurs qui jouent à Msamboro, on a ils sont à Iskaweni, on est un peu dispersés. Mais là, on a eu des jours fériés, on a pu organiser ça. Chacun a mis du sien de sa poche. Là, on se retrouve tous ensemble. Un petit voulet, pépère, tranquille. Là, on est ensemble. On est ensemble, mes chégués. Insouciance et sensation de liberté ont accompagné ces jeunes fêtards. Comme eux, des dizaines d'autres jeunes se sont réunis pour profiter de leur jeunesse. À croire qu'en ce mois de mai, jour férié rime avec liberté. Le fameux voulet mahorais, pour se détendre, Adrien, vous connaissez sûrement. Bien sûr que je connais, je pense que Mayotte sans voulet ne serait pas Mayotte finalement. Ce sont des lieux de retrouvailles, soit pour la famille, soit pour les amis. En tout cas, c'est toujours assez léger de se retrouver en fin de semaine autour de quelques mabawa, autour de quelques fruits à pain, de quelques mogots, chovis, enfin voilà, les choses qui poussent dans nos jardins, c'est toujours très agréable. Donc les voulets sont effectivement, font partie des week-ends. Ça aurait pu être vous dans le reportage a priori. Ça aurait pu, peut-être pas dans le même état, mais ça aurait pu être moi. Après, non, j'ai pas eu de long pont. Enfin voilà, j'ai évité de prendre trop de jours consécutifs. Et puis j'ai une activité dans le monde associatif aussi qui est assez active. Et c'est principalement le week-end que je m'y consacre. Donc ça aménage, on va dire, mon emploi du temps également.
Alors, votre activité en milieu associatif, on va en parler, Adrien. Donc, vous êtes chef de projet dans le territoire de Petite-Terre. Alors, en quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que vous faites? Comment se remplissent vos journées, vos semaines? Mes journées sont assez remplies, mes semaines aussi. Je pourrais difficilement décrire une journée type. Maintenant, mon travail consiste principalement à monter du projet, les mettre en place, les gérer, les évaluer, rechercher des moyens financiers pour pouvoir développer le territoire, répondre aux besoins de la population, répondre à la commande politique, répondre aux exigences de l'État. Ça fait beaucoup de choses pour une même personne. Disons que oui, alors après on travaille en équipe nécessairement, on travaille au sein d'une collectivité. Donc j'ai la responsabilité d'un certain nombre d'agents. Mon travail, si je devrais le résumer en 2 mots, c'est finalement développer le territoire, faire en sorte que le département s'installe correctement. Alors développer le territoire. Mon territoire, c'est celui de Petite-Terre en tout cas. D'accord. Alors quand vous parlez de développer le territoire, notamment celui de Petite-Terre, ça passe par quoi? Quel type de projet vous mettez en place notamment? Par exemple, actuellement, quel projet vous occupe principalement? Actuellement, il y a différents projets qui sont en cours de réalisation, des projets qui portent sur la santé, notamment des bilans de santé qui sont réalisés auprès des établissements, des enfants des établissements scolaires de la commune. Il y a des projets en lien avec l'insertion professionnelle, avec la formation professionnelle. Là, le gros de mon travail actuel, c'est sur la finalisation du contrat de ville et du projet de territoire. Donc c'est un document stratégique qui va permettre à un grand nombre de signataires de s'engager sur les 6 prochaines années afin de déployer tout un tas de politiques et tout un tas de dispositifs sur le territoire. Donc dedans, on y intègre la santé, on y intègre l'environnement, l'aménagement, l'urbanisme, le logement, le social, l'éducation, la jeunesse, le sport, etc. Enfin bref, toutes les grandes politiques publiques. Là, mon gros travail, c'est effectivement de pouvoir identifier ce qui est faisable, identifier les projets et les leviers à déployer. Et enfin, si la confiance m'est donnée, eh bien, ce sera de veiller à ce que tout ça se mette en place dans le temps imparti. Alors, on dit toujours qu'à Mayotte, on a du mal à monter des projets, à les mener à terme. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une difficulté que vous confirmez, Adrien, dans le cadre de ce que vous faites? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la difficulté, elle est effectivement inhérente à toutes les administrations à Mayotte. Le niveau d'ingénierie est relativement bas. C'est dû à quoi? Je pense que c'est dû finalement au manque d'encadrement et encadrement intermédiaire qu'il y a au sein de ces administrations, au sein des collectivités. Finalement, beaucoup de responsabilités vont reposer sur une seule personne ou 2. Et la grosse difficulté, c'est de pouvoir être partout à la fois, sans se disperser, de pouvoir accompagner justement un projet jusqu'à son terme. C'est la principale difficulté. Pour pouvoir améliorer les choses, je pense qu'il conviendrait de réunir finalement des équipes d'experts, de mobiliser de véritables compétences avec des ingénieurs, des urbanistes, des techniciens. Ça prend forme petit à petit, progressivement. Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des élus, effectivement, de mobiliser les compétences pour déployer des politiques publiques dignes de ce nom. Donc on voit les choses changer progressivement. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi une inertie du passé qui est présent et qu'on ne peut pas renvoyer aux oubliettes. Il faut qu'on travaille avec les conditions qui sont les nôtres. On a des contraintes budgétaires aussi qui sont très rigides et qui ne nous permettent pas d'engager les projets les plus faramineux parce que de toute façon, financièrement parlant, ce ne sera pas possible. Alors vous parlez de budget contraignant, donc est-ce que vous, dans le cadre de ce que vous faites, Adrien, vous avez été amené à parler de ces fameux fonds européens? Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que c'est des choses que vous êtes amené à aller chercher? Mais bien sûr, plutôt 2 fois qu'une, je dirais. On est pleinement dans l'actualité. Il est certain que si on veut construire, aménager et développer Mayotte, ça se fera avec les fonds européens, ça ne pourra pas se faire sans. Alors, Mayotte est préparée, les Mahorais sont préparés. C'est là où le bas blesse. Effectivement, je pense qu'au niveau des collectivités, comme je l'ai dit, l'ingénierie est relativement faible. Et donc je ne suis pas certain que toutes les collectivités soient en capacité de pouvoir aller émarger sur du FEDER, sur du FSE, sur du FEADER. Les services de la préfecture sont là pour accompagner les collectivités, pour faire du conseil. Il y a aussi quelques cabinets privés qui sont là pour épauler les techniciens des administrations. Mais il est certain que
le travail est rude avant d'arriver à pouvoir mobiliser les crédits européens. Merci beaucoup Adrien pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir un peu fait part de votre univers, de ce que vous faites au quotidien et puis de l'engagement que vous avez à faire développer ces projets, à développer le territoire. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cette émission, les rendez-vous de l'info. Je vous dis à demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV.